Yann Berger, qui est maire de Saverne, qui est très heureux de nous accueillir aujourd'hui. On a travaillé depuis longtemps aussi avec lui, donc un grand merci déjà aussi pour votre confiance sur cet événement. Parce qu'on est venu vous voir il y a quelques mois en vous parlant de ce projet. Et cette académie Louise Weiss voit maintenant le jour. C'est aussi un beau moment de vous accueillir ici à Saverne. Je vais tout de suite laisser la parole et vous parler un peu plus de Saverne, de ce château et de son histoire. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici au château, ravi et un peu frustré parce que malheureusement ce soir je ne vais pas pouvoir rester avec vous, mais j'essaierai de me rattraper un peu demain et surtout samedi puisque j'interviendrai aussi dans vos débats samedi après-midi. Je suis très heureux de vous accueillir aussi à Saverne et tout aussi déçu de ne pas pouvoir vous entendre, mais je compte sur Claire Laurent qui est là pour me faire un résumé de ce qui se sera dit aujourd'hui. En tout cas, la ville de Saverne est particulièrement heureuse d'accueillir cette Académie Louise Weiss. D'abord parce qu'elle s'appelle Louise Weiss. Et vous le savez peut-être déjà, sinon vous repartirez en le sachant pleinement. Saverne est la ville légataire universelle de cette grande dame qui est Louise Weiss. Je ne vais pas commencer à vous en parler, je pense que vous aurez largement l'occasion d'y revenir, mais malgré tout, femme de paix, et c'est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui. Grand-mère de l'Europe, c'est aussi ce qui nous rassemble aujourd'hui, et puis militante de l'égalité entre les hommes et les femmes, ça rentre bien sûr aussi dans la paix et dans le projet européen. Et Louise Weiss, qui n'est pas du tout alsacienne au départ, enfin pas du tout un peu, mais qui est née à Arras, a choisi la plus belle ville du monde comme légataire universelle, et donc Saverne. Si vous vous demandez pourquoi Saverne, parce qu'elle a choisi la plus belle ville du monde. Peut-être que on pourra creuser un peu dans les jours qui viennent, je ne voudrais pas aller plus loin. Mais en tout cas, notre équipe municipale, depuis maintenant quelques années, a vraiment choisi de remettre cette grande dame sur le piédestal qu'elle mérite, parce que son œuvre, son engagement sont vraiment exceptionnels. Début des années 80, Saverne a été, elle a institué Saverne légataire universel, et je crois que dans les temps actuels compliqués que l'on traverse pour l'Europe et pour la paix, il est absolument nécessaire de remettre une vraie pensée, sortir du slogan trop facile qu'on trouve sur les réseaux sociaux et ailleurs, et avoir une réflexion plus poussée sur ce qui nous rassemble, sur ce qui fait que dans notre humanité, on est capable de vivre les uns à côté des autres en paix, même si ce n'est pas peut-être un état naturel, je ne sais pas, vous me direz ou pas, mais c'est assez important en tout cas de le souligner. Je suis sûr que parmi d'autres, Louise Weiss est vraiment capable de nous faire réfléchir ici. Louise Weiss, elle trône sur la fontaine, vous l'avez peut-être vu, au milieu du peuple, parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait qu'elle soit pas sur un piédestal, même si j'en parlais tout à l'heure, mais on voulait qu'elle soit assise au milieu de la population pour l'interpeller et pouvoir nous faire réfléchir à ces thèmes particulièrement importants. Saverne, ville européenne également, alors à travers Louise Weiss, mais pas que. Au début du XXe siècle, Saverne était surnommé par certains auteurs qui sont peut-être tombés un peu en désuétude, le petit laboratoire de l'Europe. Et je suis très heureux que vous continuiez cette logique de laboratoire de l'Europe durant ces 3 jours. Pourquoi ? Parce que se réunissaient à Saverne, derrière l'hôpital, que l'on voit presque, un petit peu là-bas dans la forêt, dans une maison qui appartenait à l'écrivain Edmond About, lui aussi tombé sans doute un peu en désuétude, mais il réunissait un certain nombre d'écrivains, de penseurs au début du XXe siècle, notamment Jean Depange ou d'autres, et il parlait déjà d'Europe. Donc vraiment, peut-être les arrière-grands-pères de l'Europe, mais je suis content qu'à Saverne, déjà à cette période-là, on réfléchisse Europe. Puis parce que Saverne est une ville ouverte sur l'Europe, parce que Saverne est la ville de Louise Weiss, Saverne est aussi une ville où on aime accueillir. C'est dans notre ADN. On a au mois d'octobre chaque année une fête du monde qui réunit l'ensemble des nationalités représentées dans notre ville.
savez qu'on n'a pas de statistiques nationales ou ethniques dans notre pays, mais on a quand même recensé près d'une soixantaine de nationalités différentes dans une ville de 12 000 habitants. Et ben, c'est important aussi pour vivre en paix, bien vivre ensemble, de se connaître et de faire la fête. Et une partie de notre politique d'ailleurs est vraiment axée, pas que sur la fête, parce qu'on est sérieux, mais on fait les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux, mais sur le fait de se rassembler, sur le fait de célébrer ensemble, sur le fait de pouvoir permettre à chacun de s'approprier sa ville et notre ville, et c'est quelque chose de particulièrement important pour nous. Puis le dernier point, je m'arrêterai là, qui fait que je suis très heureux de vous accueillir, c'est que jusqu'à il y a quelques semaines encore, non, jusqu'à avant-hier en fait, j'ai été fonctionnaire du Conseil de l'Europe, où je me suis occupé pendant très longtemps de réforme de la justice dans les pays d'Europe centrale et orientale après la chute du mur de Berlin, puis de qualité et d'efficacité de la justice, pour terminer par la lutte contre la corruption. J'ai quitté le Conseil d'Europe officiellement le 1er juillet, donc ça fait vraiment 2 jours. Pas forcément par plaisir, mais parce que le statut du Conseil de l'Europe a changé et ne m'aurait plus permis de me représenter l'année prochaine, de briguer un nouveau mandat électif. Et quand il faut choisir, c'est toujours un dilemme. J'ai choisi le local plutôt que l'européen, mais j'ai choisi le local pour continuer à faire de l'européen aussi. Et donc mon engagement européen, il est toujours chevillé fortement au corps. Et voilà, donc j'ai choisi Saverne, mais pour que Saverne soit encore plus européenne, et Saverne soit une voix qui puisse porter aussi le message européen plus loin. Voilà un peu les raisons qui font que c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille ici. 2 mots quand même sur ce lieu qui vous accueille, le château des Rohan. Peut-être aussi prémisse en tout cas de l'histoire alsacienne, qui est une histoire européenne par nature, puisque ici même à Saverne, déjà au Moyen-Âge, les princes-évêques de Strasbourg, alors sous la période allemande, avaient établi leur administration, l'administration de l'évêché de Strasbourg ici à Saverne, et tous les bâtiments que vous trouvez au-delà de l'église, là où ce magnifique front bâti, le Oberschloss, était vraiment le palais administratif des princes-évêques de Strasbourg. Et puis quand Saverne, comme l'Alsace, est devenue française après le traité de Westphalie, eh bien, Louis XIV a nommé les cardinaux de Rohan comme princes-évêques de Strasbourg, et ils ont souhaité bâtir ici, à l'endroit où figurait l'ancien château médiéval, un château néoclassique, plutôt à la française. Ça rappelle parfois Versailles, on appelle souvent Saverne le Versailles alsacien. Alors bien entendu, on est beaucoup plus petit que Versailles, je sais rester à notre place, mais malgré tout, c'est la 2e façade néoclassique la plus grande de France après Versailles. Donc on est beaucoup plus petit que Versailles, mais on est en numéro 2 malgré tout, et on en est très fiers d'être dans un château qui aujourd'hui est un château vraiment fédérateur, qui appartient à tous, et donc vous y êtes chez vous, puisqu'il n'y a pas 1 centimètre carré de ce château qui n'est pas utilisé pour la chose publique aujourd'hui. Vous y avez une école élémentaire, où on est un certain nombre à y avoir appris à lire et à écrire. Vous y trouvez l'auberge de jeunesse, où certains d'entre vous, je pense, dorment. Vous y trouvez les musées, et vous aurez l'occasion de les visiter, je crois, demain après-midi, dont le musée Louise Weiss, bien entendu. Vous y trouvez un certain nombre de salles de conférences comme celle-ci, qui est peut-être plus grande, de réception. Et puis à côté, vous aurez peut-être l'occasion d'y jeter un œil. On a un beau théâtre de 500 places, et puis à côté encore, on y accueille l'Institut de formation en soins infirmiers et l'antenne de la région Grand Est. Donc vous voyez qu'on a l'enseignement, la culture, la chose publique ou l'administration publique qui se retrouve ici, dans ce château, qui était la résidence d'été des cardinaux de Rohan. Je crois qu'on peut y voir beaucoup de symboles, et chercher tous les symboles que vous voulez, ils seront bons à prendre. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer un bon moment de réflexion, d'échange, parce que ça, j'en suis convaincu, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis un peu inquiet de la tournure que prend notre société, notre monde, parce qu'on se résume beaucoup au slogan des réseaux sociaux
et l'Internet. Donc avoir des jeunes en particulier qui prennent le temps de réfléchir et d'aller au-delà de ce slogan, c'est quelque chose qui me paraît vraiment crucial. Donc l'avenir de l'Europe, il est dans vos mains et je vous fais confiance pour ça. Merci beaucoup. Samedi pour intervenir là plus pour parler justement du Conseil de l'Europe. Je vais céder la parole à Marine Vadelor. Vous travaillez pour la Konrad Adenauer Stiftung et c'est notre partenaire pour cet événement. Ils ont accepté de nous soutenir pour cette première édition, de se lancer dans l'aventure avec nous. Vous allez dire quelques mots, on dirait encore quelques mots simplement pratiques aussi pour l'après-conférence et ensuite on commence. Écoutez, bonjour à toutes et à tous de ma part à moi aussi. Je suis très heureuse de vous accueillir aussi à Saverne. Merci Monsieur le maire de nous accueillir dans cet endroit si sublime. J'ai eu la chance ce matin de participer déjà à la visite du Parlement européen avec les jeunes européens. Donc merci à eux, merci Alexandre qui est ici à Anabec pour la visite, c'était très chouette. C'était l'occasion pour moi aussi de voir qu'il y a un potentiel de cohésion très fort entre les participants. C'était très agréable de voir déjà les discussions se former entre les uns et les autres. Je pense que c'est ça aussi, en plus des échanges, des réflexions que vous allez pouvoir avoir ici, l'avantage de cette école d'été. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller les uns vers les autres aussi et à échanger ensemble pour que ce qui se passe à Saverne ne reste pas qu'à Saverne, justement. Voilà. Un petit mot peut-être à propos de la Fondation Konrad Adenauer, parce qu'elle n'est pas forcément connue de tous. C'est une fondation politique allemande dont le siège est situé à Berlin, en Allemagne. Donc il y a 18 bureaux en Allemagne, mais on est aussi présent à l'étranger dans plus de 80 pays. Donc moi je travaille à Paris, dans un petit bureau, on est 5 personnes, et on se partage les projets à l'échelle nationale. Donc voilà, ça fait partie des très beaux projets qu'on a cette année, donc on est extrêmement fiers d'être partenaire de l'Académie Louise Weiss. Donc un grand merci au mouvement européen, merci Hervé, merci Antoine aussi pour la confiance et le bon travail ensemble. Et merci à tous les participants d'être ici, vous êtes engagés pour l'Académie Louise Weiss et à tous les partenaires qui ont rendu cette édition possible. Voilà. Je vous souhaite de très bons échanges et de belles expériences dans ce laboratoire européen qui est à Rennes. Voilà. La parole, donc cette Académie Louise Weiss est organisée par 3 associations, l'Union des fédéralistes européens, que Chloé représente, Laure Duclos des jeunes européens, qui est présidente des jeunes européens, et donc le mouvement européen que je préside. Je vais céder tout de suite la parole à Laure Duclos pour terminer les remerciements. Je vous dirai juste quelques indications et on commence. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là ce soir, d'avoir choisi de passer ce week-end à Saverne avec nous pour réfléchir aux enjeux européens. Hervé l'a dit, mais c'est, je pense, une grande fierté et un grand bonheur pour nous, nos 3 associations, d'avoir réussi à retravailler ensemble sur ces sujets-là et d'avoir un groupe qui ne soit pas uniquement jeune, qui ne soit pas uniquement du qui ne soit pas uniquement du mouvement européen, mais qui voit plus large et qui soit en capacité de créer ces cohésions, de créer ces réflexions et de se former ensemble sur ces enjeux politiques. Donc merci beaucoup à vous d'être là, merci beaucoup aux équipes du mouvement européen de l'UF et des jeunes européens, à la fois leurs émanations nationales et locales qui ont énormément travaillé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières heures pour réaliser ce programme et pour nous donner une première édition de cette Académie Louise Weiss qui, je l'espère et je le sais, ne sera pas la dernière. Merci à tous et je te souhaite la parole pour la suite. Parfait, et je vais compléter les remerciements par le remerciement de nos partenaires. Bien sûr, la ville de Saverne, qui bien sûr nous accueille ici dans ces lieux, mais aussi remercier les personnes avec qui on a pu travailler, les élus et les personnels de la ville de Saverne qui ont permis cet événement. Je voudrais aussi remercier la région Grand Est et la ville de Strasbourg qui finance en partie cet événement, la Konrad Adenauer Stiftung qui contribue, l'Université de Strasbourg, le Crous de Strasbourg, le GIS Eurolab qui réunit des laboratoires de recherche qui travaillent sur les études européennes, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et si j'ai oublié des partenaires, je vais me rendre compte plus tard, mais ils sont tous sur le visuel que vous découvrez. J'aimerais aussi remercier les intervenants, y compris Bertrand m'a dit qu'on accueille ce soir, mais il y a un certain nombre d'intervenants qui ont accepté de
venir aussi à Saverne pour partager nos réflexions, pour échanger avec vous. Ce sera des moments qui sont très riches et j'aimerais profiter de ce moment aussi pour les remercier, d'accepter de participer à ce temps, de donner aussi du temps pour faire progresser notre réflexion. Et c'est un très grand plaisir de pouvoir les accueillir ici. Et enfin, je voudrais aussi remercier tous les organisateurs des 3 associations qu'on a citées, les bénévoles qui se sont engagés ces derniers mois. Ça a été de longs mois de travail pour planifier votre venue, organiser tout cet événement. On est très content que cet événement puisse se réaliser maintenant. Donc un grand merci aussi à eux. Quelques indications simplement à la fin. La conférence, on a donc voilà, 1h30 d'échange pour la conférence. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Et à la fin de l'événement, vous pouvez aussi acheter le livre de Bertrand Badi, L'Art de la paix. Il y a un certain nombre d'exemplaires. Vous devez pas. Vous devez acheter les exemplaires de l'Art de la paix. Ça vous permettra de poursuivre en effet la réflexion sur les échanges qu'on aura pendant la conférence. Il y aura un petit temps de dédicace. Et vous avez aussi toute une autre série de livres qui sont édités par Presse Fédéraliste, qui sont aussi des livres qui vous permettront de découvrir certains auteurs, etc., qui ont aussi travaillé sur la paix, sur le droit international, sur l'organisation d'une gouvernance démocratique à l'échelle transnationale, voire mondiale. Et donc tout ça participe aussi à vos réflexions, donc n'hésitez pas à aller voir cette librairie éphémère qui participe aussi à nourrir nos échanges. Merci beaucoup, bonne soirée, et je vous laisse entre les mains de Chloé Fabre qui va modérer cette conférence. Super, merci à vous tous et toutes pour ces mots d'introduction. Alors, Académie Louise Weiss, école d'été de la paix et du fédéralisme, quel meilleur honneur que d'accueillir aujourd'hui Bertrand Badi, qui est professeur émérite à Sciences Po, professeur de relations internationales, et qui a publié en octobre dernier ce livre, L'Art de la paix, chez Flammarion. Alors la paix pour Flammarion, c'est un coucher de soleil sur un océan plat. Moi, mon prof de philosophie me disait la paix, c'est la peinture flamande des gens qui font la fête dans les villages. Si vous voyez les peintures de Bruegel, mais ça, c'est des choix éditoriaux des différents éditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Badi, d'être présent ce soir avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. On a préparé en fait cette conférence avec 5 participantes et participants qui ont lu le livre, qui ont été surpris et qui ont préparé en fait une interview et des questions auxquelles M. Badi va répondre, pour aussi vous proposer à tous et à toutes de pouvoir découvrir à travers aussi leur regard et leur lecture ce livre, les questions que ça pose, et ensuite on ouvrira le temps de questions. On aura donc 3 parties dans cette interview. Une première partie sur problématiser et redéfinir la notion de paix. Vous avez compris, c'était l'intitulé du livre, vous avez vu, c'est dans le titre. La paix va être au cœur de cette conférence d'ouverture. La deuxième partie sera plutôt sur la question des institutions de la paix, institutionnaliser la paix, des institutions de la paix. Et ensuite, on ouvrira sur la question, effectivement, brûlante de l'actualité internationale. Je laisse tout d'abord la parole à Maëlle Ayé de Strasbourg, qui va poser la première question. Alors, la paix a longtemps été pensée comme une simple absence de guerre, souvent confondue avec une trêve ou un équilibre précaire entre puissances rivales et reste encore largement tributaire de la logique westphalienne. Vous proposez dans votre livre de penser des formes de paix plus actives, inclusives et constructives. Pourriez-vous nous en dire plus? À l'heure où les traités de paix traditionnels s'essoufflent et perdent en efficacité, comment imaginez-vous la paix pour qu'elle soit autre chose qu'une simple parenthèse entre deux guerres? Merci beaucoup. Il ne faudrait pas allonger la liste des remerciements, mais les biens sont massifs de m'avoir choisi pour ouvrir ces magnifiques travaux et de m'avoir invité ici. Merci aussi d'être venu, malgré la chaleur, malgré, je ne sais pas quoi, le Paris Saint-Germain qui rencontre et donc, je suis absolument heureux d'échanger. Vous savez, quand on écrit un livre c'est une lettre qu'on écrit aux autres. Donc, quand on écrit des lettres à quelqu'un qu'on respecte, qu'on aime et qu'on n'a pas de réponse, on est frustré. Donc, les réponses, vous allez les apporter dans le débat et j'en suis vraiment très heureux. Deuxièmement, vous avez vu que j'avais un beau costume.
Si vous permettez, maintenant vous l'avez vu, pour éviter l'appeler de salut, tomber. J'ai fait me remarquer que j'étais le seul à avoir une cravate, mais ça je la garantis. Parce que c'est un vœu que j'ai fait et je ne peux jamais parler en public autrement qu'avec une cravate. Bien, alors, vous avez démarré très fort et je vous en remercie par votre question. Vous avez immédiatement mis le doigt là où il faut et pour bien des gens, là où ça fait mal. Vous savez, on m'a proposé il y a un peu plus d'un an d'écrire ce livre et j'en étais malade. Comment moi, je pourrais écrire l'art de la paix vu ces siècles, ces millénaires de réflexion et qu'est-ce que je peux apporter. Et j'ai failli refuser. Et finalement, j'ai accepté un jour où j'étais devant une vitrine de libraire. Et là, j'ai vu qu'il y avait des centaines de livres sur la guerre. Mais la guerre d'aujourd'hui, la guerre de demain, la guerre à droite, la guerre à gauche, prends garde à la guerre, fais gaffe à la guerre bientôt, la guerre aujourd'hui, la guerre hier, la guerre au-dessus, la guerre en dessous, etc. Et il n'y a pas de livre sur la paix. Pratiquement pas de livre sur la paix. Alors, ça étonne, ça surprend, mais immédiatement ça permet de mettre le doigt sur l'énigme de notre histoire européenne. Je dis bien européenne. C'est-à-dire, c'est une malformation de notre développement politique européen. Une malformation qui date de la Renaissance, de la construction de l'État. Où cet État, à mesure qu'il se construisait, nous sommes à la fin du Moyen-Âge, au début de ce que les historiens appellent le temps moderne, nous sommes au XVIe, au XVIIe siècle, et on s'aperçoit que cet État ne sait penser que par la guerre et que grâce à la guerre, vous vous rendez compte, grâce à la guerre. Il y a un très grand sociologue, historien états-unien que je vous recommande parce que c'est vraiment un très grand penseur et un très grand auteur, qui s'appelle Charles Tilly. Et Charles Tilly a employé cette formule très évocatrice, state making, war making. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le politique enclenche nécessairement la guerre? Non, pas du tout. Mais le format du politique, tel qu'il a été défini dans le contexte de la Renaissance, devenait indissociable de la guerre. Machiavel a écrit dans Le Prince que le seul art qu'un prince doit maîtriser, c'est l'art de la guerre. Il n'a pas dit l'art de la paix, il n'a pas dit l'art du gouvernement, il n'a pas dit l'art des finances, l'art de la guerre. Et c'est très évocateur. Pourquoi? Eh bien, parce que, bien sûr, nous descendons des Romains et de Romulus et Rémus, dont le papa était le dieu Mars. Hein, tout ça, c'est quand même des indications. Mais de manière plus concrète, plus pragmatique, parce que la guerre apportait tout à l'État. Il lui a apporté l'impôt. Vous savez que si l'impôt existe, c'est grâce à la guerre. Il lui a apporté la bureaucratie. Il lui a apporté une armée qui était son socle presque naturel. Il lui a apporté la capacité de mobiliser ses citoyens. Et donc, la guerre devenait l'aboutissement même. Alors, tenez-vous bien, vos téléphones portables doivent être à présent éteints, et ce jusqu'à l'arrivée de notre point de stationnement. Oui. Oui. Ça, c'est absolument indispensable. Je ne peux pas parler devant quelqu'un qui a son téléphone en main. Je ne communique pas, c'est bon. Bon. Et donc, le problème qui se pose là est quelque chose d'extraordinairement grave, c'est-à-dire Hobbes, qui pensait cette modernité politique, a considéré qu'à la base même du contrat social, il y avait la peur. Retenez bien ça. La peur est créatrice. C'est-à-dire, le politique a été conçu pour produire de la sécurité. Et cette sécurité n'est possible que s'il y a un souverain pour l'assurer. Et à partir du moment où il y a un souverain, ce souverain a en face de lui un autre souverain. Et s'il a des problèmes avec cet autre souverain, ben, il n'a pas d'autre façon de régler ces problèmes que de lui faire la guerre. Et cette indissociabilité, mesdames et messieurs, elle a été
payante. Elle a été payante parce que grâce à la guerre, les États, et bien sûr le vainqueur, a réussi non seulement à accroître ses ressources, à augmenter son territoire, mais il a réussi à créer un ordre politique. Un ordre politique qui correspondait à ses objectifs politiques. Et là, il y a un auteur qu'il faut bien avoir en tête, c'est Clausewitz. Clausewitz qui dit « La guerre permet de réaliser des objectifs politiques. » Et voilà le mariage qui est définitif. Grâce à la guerre, l'État va réaliser ses objectifs. Eh bien, tout ça, ça a marché pendant des siècles. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et c'est vraiment ça en même temps, la chance et la rupture. Ça ne marche plus parce que on fait de plus en plus la guerre. Les guerres sont de plus en plus meurtrières. Les guerres sont de plus en plus destructrices. Mais les guerres n'aboutissent plus, ne permettent plus de construire un ordre. La guerre permet de détruire, elle ne permet pas de construire. Et depuis 1945, il y a eu 500 guerres dans le monde, aucune n'a pu véritablement construire un nouvel ordre. Dès lors, il va falloir changer de régime. Et il va falloir penser que le politique a son optimum d'efficacité lorsqu'il s'inverse. C'est-à-dire qu'il fait repasser la paix devant la guerre. Et que la guerre est la non-paix, alors que la paix n'est pas la non-paix. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres histoires, où la paix existe en tant que telle. Quand j'étais en Afrique, un étudiant africain m'a dit chez nous, les Peuls, le mot paix, il désigne la santé du groupe. Et c'est le mot d'ailleurs qui existe en arabe et qui est passé en hébreu. Salam, shalom. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire comme Hervé Gardette sur France Culture, c'est parfait. Maya, si vous savez comment il s'excite quand je parle. Alors, dans votre livre, vous affirmez que la paix ne peut se réduire à l'absence de guerre, qu'elle est avant tout un processus subjectif d'inclusion, de reconnaissance et de compréhension de l'autre avec un grand A. Dans ce cadre, comment distinguer une situation de véritable paix? Existe-t-il aujourd'hui un exemple concret de paix, au sens plein que vous défendez, ou vivons-nous surtout dans des entre-deux, des formes de trêve plus ou moins durables? Alors je crois que malheureusement nous n'avons toujours pas inventé la paix. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est-à-dire comprendre, c'est vraiment très très important, que nous ne savons toujours pas dans notre histoire européenne devenue euro-américaine ce qu'est la paix. Nous savons ce qu'est la non-guerre. Nous ne savons pas ce qu'est la paix. Nous n'avons jamais réussi à penser la paix. Et d'ailleurs, regardez tous les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Le maximum qu'on puisse faire, c'est de trouver des trêves et des cessez-le-feu. Mais c'est jamais de penser la paix. Et pour penser la paix, il faut aller chercher bien longtemps dans le temps, avant l'invention de cet état dont je parlais tout à l'heure, un philosophe comme Aristote, qui envisageait la paix comme la coexistence. C'est le plus beau mot qui soit. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est avoir un projet de coexistence dans la cité, mais aussi dans le monde. Et où il est ce projet de coexistence quand il s'agit du conflit russo-ukrainien? Où il est ce projet de coexistence quand il s'agit du conflit proche-oriental et de ces dizaines de milliers de morts à Gaza? Où il est ce projet de coexistence au Congo? Il y a eu un accord ridicule qui a été signé à Washington. Ridicule parce qu'il n'y a pas un mot sur les civils, sur les victimes, sur les 7 millions de morts qu'il y a eu dans l'est du Congo. Il n'y a que l'idée de dire aux armées rwandaises et congolaises de se calmer. Voyez-en quoi, le président congolais, Tshisekedi, en échange, a dit je vous proposerai pour le prix Nobel de la paix. Il a dit ça à Trump. Bon. Vous voyez qu'on n'est pas dans la paix. Et de même pour le Soudan, et on pourrait ainsi continuer. Donc, vous avez employé un terme qui m'est très cher. Alors, quand vous ne m'interrompez pas, m'arrêtez pas, je me précipite dans l'usage de ce terme qui est la reconnaissance. Si vous dites coexistence,
La coexistence, elle commence par la reconnaissance. Comment voulez-vous coexister avec quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, que vous ne reconnaissez pas non seulement sur le plan juridique, mais sur le plan de l'estime. Et là encore, vive Aristote. Il nous dit, mais de toute façon, il n'y a pas de jeu social sans amitié. Et l'amitié, ça peut être une amitié d'affection, une amitié de conviction, ou ça peut être tout simplement une amitié militaire. Et c'est ça la coexistence. Voilà. Et donc, la reconnaissance, c'est quoi? C'est deux choses. C'est l'estime de l'autre. Et ça, c'est aller à l'encontre de notre culture hiérarchique et verticale, ce qu'un Jules Ferry appelle les races supérieures qui éduquent les races inférieures. Pensez que ce type est au Panthéon. Non, mais c'est incroyable. À la fin, je vous ferai signer un papier pour qu'on le dise. Il faut sortir de cette grammaire de la verticalité. Sinon, on n'arrivera jamais. Comment voulez-vous coexister avec quelqu'un que vous méprisez? D'abord, vous ne le considérerez pas, et lui ou elle, en retour, aura contre vous de la colère. Et cette colère, elle devient rage. Quand vous sentez qu'on vous prend pour un rien du tout, bah, vous n'êtes pas content. C'est ça. Et la deuxième chose qu'il y a derrière l'idée de reconnaissance, et ça c'est absolument fondamental, c'est la subjectivité des relations internationales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coexister sans comprendre l'autre. Vous savez, le système qu'on dit westphalien, c'est-à-dire ce système inventé à la Renaissance, il réunissait des États qui se comprenaient, parce qu'ils partageaient la même histoire, ils partageaient la même langue, la même religion, ils se mariaient entre eux, les rois, hein, pour faire à la fin, regardez Goya, le portrait qu'ils vous en donnaient. Bon. Et maintenant, nous sommes dans la mondialité, c'est-à-dire nous vivons avec des peuples qui ont, non pas une autre culture, ça c'est de l'essentialisme, je n'accepte pas dire ça, mais une autre histoire, donc une autre mémoire. Et le grand problème de la coexistence, c'est de réconcilier des histoires qui étaient séparées. Et réconcilier des histoires qui étaient séparées, ce qui va beaucoup plus loin que la réconciliation franco-allemande, qui n'a jamais été séparée. La réconciliation européen, chinois, africain, ça c'est une autre affaire, parce que ça implique le respect, puis ça implique trois questions que je vous demande de garder toujours en tête jusqu'à votre dernier souffle. Première question, comment l'autre comprend les événements que nous vivons communément? Moi j'étais au Tchad le jour du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Mes amis tchadiens, ils n'avaient pas du tout la même lecture que moi, russo-ukrainien. Ils ont la modestie d'accepter qu'il y a d'autres lectures. Deuxième question, comment l'autre me perçoit? Ah, on est trop fiers, nous Européens, pour avoir la modestie de se demander mais comment il me perçoit? Comment je suis perçu au sud du Sahara, comment je suis perçu au Moyen-Orient, comment je suis perçu en Inde, etc. C'est très important. Et là, vous aurez des surprises. Et troisièmement, comment l'autre imagine que je le perçois, ce qui est encore pire, parce que l'autre vous soupçonnera toujours de le mépriser. Et donc, si vous avez cette triple modestie, eh bien, vous irez sur le chemin de la reconnaissance, auquel j'ajoute un point très important. Les mots n'ont pas le même sens d'une histoire à l'autre. J'étais en Chine à l'automne dernier, pays pour lequel j'ai le plus grand respect de la culture, de la civilisation. Les Chinois ils me disaient quelque chose que je vous demande de méditer. Ils me disaient, on en a marre, vous disiez que la Chine est l'allié de la Russie. Il n'y a même pas de mot chinois pour aller. Ça ne fait pas sens. Il y a partenariat, coopération, connivence, complicité, United Front, merci à vous. Mais il n'y a pas de mot pour alliance. Cette idée d'assistance systématique, absolue, comme dirait quelqu'un, le soutien inconditionnel. Évitez la nature très belligène de cette formule, le soutien inconditionnel. Il n'y a pas de mot. Et donc, il faut savoir relativiser les systèmes de compréhension. Et comment voulez-vous coexister avec quelqu'un dont vous n'avez pas le corps? Merci beaucoup. Maintenant qu'on a bien revu avec vous la définition de la notion de paix que vous proposez, je vous propose qu'on passe à la question des institutions de la paix. Comment est-ce que
on institutionnalise la paix avec Kéra Asmini. Quelles sont les critiques que vous adressez à l'ONU? Comment aujourd'hui on pourrait établir des institutions mondiales légitimes? Comment construire une sécurité commune dans un contexte de montée des populismes et de remise en cause de l'autorité des juridictions internationales? Comment penser l'avenir d'une justice globale, à la fois légitime et contraignante? Peut-on encore espérer aujourd'hui que l'autorité des juridictions internationales soit reconnue et respectée dans un ordre mondial fragmenté et marqué par des rapports de force asymétriques? Merci beaucoup. Alors, d'abord, j'ai beaucoup aimé que vous employiez le terme de sécurité commune. Vous savez qu'on a parlé successivement de sécurité internationale. Qu'est-ce que c'est que la sécurité internationale? C'est le marchandage, c'est le bargaining, c'est le fait de pouvoir négocier chacun avec ses intérêts propres et trouver un compromis, comme on dit, en un seul mot. Après, on est passé à l'idée de sécurité collective. Alors, la sécurité collective, c'est un pacte. C'est un pacte passé entre États pour définir des régimes de sécurité collective, soit géographiques, soit thématiques. Mais l'un et l'autre, mesdames et messieurs, aujourd'hui sont dépassés. Et il faut effectivement parler de sécurité commune, parce que la sécurité commune, c'est de partir de l'idée qui est à la base même de la paix, qu'il y a des enjeux communs que nous ne pouvons traiter que communément, c'est-à-dire en faisant passer l'intérêt global avant l'intérêt national. Sécurité climatique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire. Vous savez qu'il y a 10 millions d'humains qui meurent de faim chaque année, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques par jour et tous les jours sur le World Trade Center. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est bloqué. C'est bloqué à cause de quelqu'un que je vous invite aussi, non pas à virer du Panthéon, mais à virer de vos mémoires, qui est Woodrow Wilson, qui a fait énormément de mal. Il a fait énormément de mal parce que quand il a inventé le multilatéralisme, on a cru qu'on y était. Mais il a inventé le multilatéralisme, en bon états-unien qu'il était, à partir de l'idée que le multilatéralisme ne pouvait être qu'un club de puissance. Et à partir du moment où c'est un club de puissance, c'est perdu, c'est raté, parce que l'essentiel des guerres, maintenant, se fait en deçà ou au-delà des logiques de puissance. Bon, on le voit bien, alors qu'il y avait en France un monsieur beaucoup plus généreux qui s'appelait Léon Bourgeois, qui lui avait compris cette idée de sécurité commune. Bien. Donc, crampons-nous à cette idée de sécurité commune, mais l'ONU, sur laquelle vous m'interpellez, l'ONU, j'ai l'habitude de dire que c'est comme le cholestérol. Les gens de votre génération ne savent pas très bien ce que je veux dire, mais ceux de la mienne le savent. C'est-à-dire qu'il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol, il y a de la bonne ONU, il y a de la mauvaise ONU. La bonne ONU, c'est quoi? C'est celle qui s'est construite sur l'idée de sécurité commune. La mauvaise ONU, c'est quoi? C'est celle qui s'est construite sur l'idée de club de puissance. Et c'est pas moi qui ai inventé cette dualité. C'est deux très grands messieurs qu'il ne faut pas oublier. Je trouve qu'ils sont anormalement marginalisés, mais qui doivent vous inspirer, qui sont d'une part l'ancien secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Agenda pour la paix, qui a été publié en 1994, et qui vous dit la principale cause des guerres, c'est l'injustice sociale. Donc, il y a un travail commun contre l'injustice sociale mondiale. C'est la mondialisation, ce que c'est. C'est que dans le même monde, vous avez des Centrafricains dont le PIB par an et par habitant est de $650 et des Luxembourgeois dont le PIB par an et par habitant est de $120 000. Donc ça ne peut pas marcher. Si vous ne réduisez pas ça, vous allez vers la catastrophe. Et une catastrophe qui nous retombera sur les pieds de tous les très riches. Hein. Donc c'est dans l'intérêt, c'est vraiment un intérêt commun. C'est vraiment un intérêt commun. Donc Boutros-Ghali nous dit il faut travailler dessus. Et Kofi Annan, qui est un être absolument extraordinaire, arrivant juste après, il revient juste après parce que Clinton avait dit « J'aime pas qu'on me parle d'injustice sociale, donc ce type-là, virez-le, on ne lui donne pas un deuxième mandat. Hein. » Boutros-Ghali,
il a mis à la place Kofi Annan, c'est savoir que Kofi Annan allait faire encore plus et taper plus fort. C'est-à-dire que Kofi Annan disait, il l'a dit à mes propres étudiants quand on allait en séminaire à New York, maîtrise de relations internationales de Sciences Po, il nous dit, Conseil de sécurité, il n'y a plus rien à espérer. On ne pourra plus le réformer. Mais, en revanche, on peut le contourner en créant ce qu'il appelait le multilatéralisme social. Parce que le multilatéralisme social, lui, pensait que les États et les puissants ne pourraient pas le bloquer. Il se trompe, parce que Trump commence à le ratiboiser en sortant de l'OMS, en diminuant l'USAID, enfin, c'est des choses que vous savez bien. Mais quand même, il y avait cette idée, et là, vraiment, alors qu'il est 7h moins 10, je vous demande d'être très attentif à ça. Kofi Annan a dit, on peut créer la vraie paix en réconciliant l'humanité autour de ces enjeux de sécurité commune qu'on appelle sécurité globale. Et vous avez un très beau texte d'un très grand organisme qui s'appelle le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui s'appelle le rapport sur la sécurité humaine, où il nous dit, mais voilà, si on veut un ordre de paix, c'est pas tant la guerre qu'il faut arrêter, c'est réaliser ces 7 sécurités alimentaire, climatique, sanitaire, économique, individuelle, c'est-à-dire les droits des individus, culturelle, la protection des minorités, et ce qu'il appelle sécurité politique, je n'aime pas beaucoup, je dirais institutionnelle, c'est-à-dire avoir partout des institutions assez fortes pour que les individus ne fassent pas n'importe quoi et ne soient pas des loups pour l'homme. Et donc, cette sécurité globale, elle permet justement de créer un ordre, et si vous voulez en avoir un résumé, lisez cette formidable déclaration du millénaire qui a été publiée donc, le 1er janvier 2000 à l'instigation de Kofi qui le montre de façon magistrale. Mais vous avez raison, je termine là-dessus, cher Hervé. Oui, j'ai tellement l'impression que je suis toujours terrifié par les modérateurs, parce que je ne suis pas un modéré. Et donc, vous avez raison, tout ça se termine par une question très forte de l'autorité respectée. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'édicter des normes. Il ne s'agit pas de construire seulement de construire un multilatéralisme social. Il faut que ce soit respecté. Et là, mon jugement, il est équilibré. Pour une fois, n'est pas coutume, il est centriste. C'est-à-dire que le droit international aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas de sanction. C'est-à-dire qu'on peut continuer à le violer sans risque. Poutine est condamné pour crime de guerre et crime d'humanité par la CPI. Netanyahou et son ministre Gala également. Ils sont accusés. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont accusés à ce stade. Oui, vous avez raison. Non, il est plus exactement objet d'un mandat d'arrêt pour crime. Voilà. Et on voit bien que ça sera sans suite. Mais, cependant, et c'est cela la grande magie du droit, c'est que le droit est une parole qui est entendue. Elle n'est pas respectée, mais entendue. Le droit international a une capacité énonciatrice qu'il n'avait pas autrefois. Pas autrefois. Croyez-moi, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, c'était en pleine guerre froide, au international, personne ne s'en souciait. Aujourd'hui, quand la Cour internationale de justice dit qu'il y a un risque génocidaire à Gaza, quand la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Poutine, Netanyahou, eh bien, c'est quelque chose qui structure la pensée, les opinions, qui définit un ordre qui n'est pas forcément sanctionné, mais qui est stigmatisant, qui produit du shaming. Et ça, c'est une piste à suivre, parce que ça structure l'opinion publique. Regardez les sondages d'opinion publique complètement retournés suite à ces mandats d'arrêt et suite à cette ordonnance de la Cour internationale de justice. Donc c'est la raison pour laquelle il faut payer. Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Marceau Perret.
dans le prolongement de vos réflexions sur la diplomatie relationnelle et les limites des institutions internationales héritées du système westphalien, comment la société civile et les pouvoirs locaux peuvent-ils devenir des leviers efficaces d'une paix préventive face aux formes de conflictualité et de défis du XXIe siècle qui échappent au cadre étatique? Est-ce que les COP climatiques et biodiversité programment-elles pour vous une façon intéressante d'associer les acteurs non étatiques aux décisions? Alors, j'aime toutes vos questions, et celle-là en particulier, ça ne veut pas dire que j'aime plus que les précédentes, mais en tous les cas, là aussi, vous avez toutes et tous réussi à mettre le doigt. Là, encore une fois, là, ça fait mal, mais moi, ça me fait du bien. Il y a un phénomène majeur dont on ne vous parle pratiquement jamais, et en tous les cas, ni à l'université, ni à l'Élysée, ni à la Maison-Blanche, ni encore moins au Kremlin. Ce phénomène bouleversant et révolutionnaire, c'est l'appropriation sociale des relations internationales. C'est un phénomène majeur. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais c'est pas nouveau, ça. Oui, c'est pas nouveau, c'est vrai. C'est vrai que la Révolution française a marqué une appropriation sociale des relations internationales. On chantera tous tout à l'heure, si vous voulez, cette strophe prendre les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain, tyran des sangs. Et pourquoi je vous chante ça? Ah oui, ça vous fait rire, mais c'est grave. C'est que pour la première fois, il est question d'un peuple souverain qui s'avance dans une guerre. Vous pouvez vous imaginer à quel point la rupture est profonde. Et d'ailleurs, elle a été tellement profonde que les rois ont eu chaud, et si le congrès de Vienne s'est constitué en 1815, c'était pour que plus jamais ça n'arrive. Alors, cette première tentative d'appropriation sociale des relations internationales a été mise en échec par une réaction qui a été l'invention du nationalisme et du patriotisme qui permettait à l'État de contrôler cette mobilisation sociale. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il a fallu attendre, je crois, la Seconde Guerre mondiale pour qu'on assiste à une seconde étape de l'appropriation sociale des relations internationales qui a été la résistance. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. J'ai vu que vous aviez un livre sur la résistance, c'est très important, la résistance. C'est un des nerfs essentiels des relations internationales. Les États ne vous en parlent pas beaucoup, c'est pas évidemment, ça réduit leur capacité. Et puis, vous avez eu les guerres de décolonisation. J'ai vu aussi que vous aviez un livre là-dessus. Et les guerres de décolonisation, ça a été quoi? Ça a été le faible qui, à chaque fois, gagnait contre le fort. Ça a été la preuve que l'énergie sociale était plus forte que le canon. Ah, ça c'est absolument incroyable. Moi j'avais 4 ans lors des Benfou, c'était une guerre. Et puis, la guerre d'Algérie, et ainsi de suite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis Dien Phu et la bataille d'Alger, les choses se sont considérablement renforcées parce que la communication s'est généralisée, parce que les événements sont difficiles, et parce que vous avez un des paramètres les plus forts des relations internationales qui est venu s'installer au centre de l'écran, qui s'appelle l'empathie universelle. Moi, j'ai vu mes étudiants à Sciences Po se lever contre les massacres à Gaza. Et les campus universitaires, à partir d'avril 2024 aux États-Unis, ça a été la même chose. 60 universités se sont mobilisées. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce sont tous des islamo-gauchistes, des wokistes, des hamassistes, des fréristes, des salafistes, des djihadistes, enfin c'est effrayant la salade pour vous proposer ça. Ça veut dire tout simplement que ce sont des jeunes, donc écartés de toute considération catégorielle, qui n'acceptaient pas la diplomatie d'indifférence, qui n'acceptaient pas les jeux de massacre. Et ça veut dire, alors ça je vous le dis à 19h pile, c'est très important. Ça veut dire que le social aujourd'hui construit une politique. Et que face à des chancelleries tétanisées, surtout dans le conflit israélo-palestinien, on peut dire une chose au Congo, du Soudan, etc., mais peut-être un peu moins de l'Ukraine, mais si vous voulez, on y reviendra
tout à l'heure, là aussi c'est pas très glorieux, ça veut dire que ce sont les sociétés qui de plus en plus donnent le là des relations internationales. Alors, ça ne veut pas dire que ces dynamiques sociales peuvent créer la paix. Parce que les manettes, les décisions, elles sont toujours aux mains des politiques. Et c'est ça la contradiction. Mais vous savez, je ne sais pas, avant vous étiez trop jeune, peut-être même n'existez-vous pas encore. En février 2003, lorsque George W. Bush avait lancé son projet d'intervention militaire en Irak. Vous savez combien il y a eu de manifestants dans les rues du monde? 15 millions. Addition, hein, c'est pas une manif de 15 millions, c'est sur une édition de 15 millions. Moi j'étais en vacances à Saint-Domingue, oui, ça fait un peu snob. Hein. Bah, j'ai défilé en costume de lin avec des touristes allemands, italiens, belges, américains. Ça c'est un phénomène nouveau. Et c'est un phénomène nouveau qui a eu un effet, qui a été de délégitimer ce conflit. Et ça n'a pas empêché M. Bush d'aller en Irak, mais ça a complètement délégitimé une intervention qui du coup n'a pas abouti. Et de même que toutes ces mobilisations ne dissuadent pas M. Netanyahou de continuer à frapper, mais en même temps, il y a un renversement de l'opinion publique qui est absolument saisissant et qui contribue à cette délégitimation très forte de ces actions de guerre. De même, imaginez cette formidable résistance sociale du peuple ukrainien face aux Russes qui dévalaient. Imaginez cet Ukrainien lambda qui sortait son téléphone portable et disait à l'état-major ukrainien, attention, j'ai vu un char russe qui bouge, c'est comme ça qu'ils se bouquaient leur coup. Imaginez ces manies ukrainiennes qui allaient mettre des blocs de lait dans les carburateurs des tanks russes. Essayez de faire ça à votre voisin, la voiture de votre voisin, on peut tout démarrer. Il y a là toute une... C'est absolument extraordinaire. Moi, je ne peux pas expliquer la défaite militaire de M. Poutine autrement que par la résilience sociale. Mais vous avez tout à fait raison, je termine là-dessus, vous avez tout à fait raison de dire que tout ceci projette des acteurs nouveaux sur le jeu international, mais avec deux limites. La première limite, c'est qu'ils n'ont toujours pas le droit de citer dans beaucoup d'instances. Vous savez, à part la méthode ARIA, c'était ce ministre des Affaires étrangères vénézuélien qui avait autorisé un prêtre à venir témoigner au Conseil de sécurité. Oh là là, quelle horreur! Un non-diplomate au Conseil de sécurité. Ben oui, mon Dieu, il faut accepter. Donc, mais ça n'a pas vraiment abouti. Le Conseil de sécurité reste complètement sourd à tout cela. Et quand on a fait une réunion élargie du Conseil de sécurité pour discuter des questions climatiques, M. Nebenzia, qui est l'ambassadeur russe au Conseil de sécurité, je ne sais pas si vous avez vu sa tête, il n'est pas rassurant, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a eu le culot de dire? Il a dit parler de climat au Conseil de sécurité est non seulement inutile, mais contre-productif. Donc c'est dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et les COP, c'est quand même une récupération d'enjeux globaux par les méthodes transactionnelles de la diplomatie classique. Alors, je vais vous raconter une intimité. J'ai fait un cauchemar l'autre jour. J'étais en 2325 et je vivais encore. Mais pire que ça, Laurent Delahousse vivait aussi. Et il présentait le 20h. Ah oui, dans quel état il est. Et il disait, grand succès pour la COP 322 qui s'est tenue hier à Trifouilly-les-Canards. Les ministres se sont mis d'accord pour que la température dans 30 ans baisse de 1 degré. C'est-à-dire que nous en sommes à plus 72 et on sera ainsi à plus 71. C'est ça les COP. Les COP, ça ne peut pas marcher. Alors c'est très bien pour conscientiser, mais c'est nul pour produire un autre. Et c'est là où nous sommes sur l'accord de Rennes.
c'est-à-dire où les sociétés vont sortir du bois et imposer des solutions. Ça s'est vu, vous savez, dans l'histoire. Ou alors, rendez-vous en enfer. Alors c'est parfait parce que vous faites aussi les transitions, puisqu'on voulait glisser vers la troisième partie, plus vers l'actualité. Non, on ne veut pas glisser vers l'enfer, je pense qu'on est plutôt là pour se mobiliser, pour essayer justement de se créer un avenir désirable grâce à vos propos et ouvertures. Arthur Caravetta? Oui, je suis désolé, monsieur Bertinazzi, je vais appuyer sur le bas où ça fait encore plus mal. Sur l'actualité. Donc, depuis la publication de votre ouvrage, il y a 9 mois maintenant, la dynamique internationale a encore évolué, avec notamment la poursuite de l'agression russe en Ukraine, ou encore l'escalade de Moyen-Orient. Et du coup, question simple, mais quelle lecture de ces conflits faites-vous en prolongement avec votre Merci. Alors, d'abord, vous ne faites pas mal, mais vous faites du mal aux politiques qui ne savent pas réagir. Alors, c'est difficile en 5 minutes, 6 minutes, de faire le tour du conflit russo-ukrainien et du conflit du Proche-Orient, mais je partirai de mes postulats. C'est-à-dire, la paix, moi, n'a de sens que dans la coexistence, qui elle-même n'a de sens que dans la reconnaissance et dans la compréhension. Donc, je considère que tout ce qui a été fait depuis 77 ans au Proche-Orient, depuis 3 ans et demi, mais il faudrait aussi remonter un petit peu plus en arrière, dans le cas ukrainien, a été inutile parce qu'à chaque fois, on prenait la guerre pour la guerre et non la paix pour la paix. Prendre la guerre pour la guerre, c'est dire, mais comment on va arrêter ça? Et donc, vous avez eu des centaines, des milliers de tentatives de cesser le feu. Cesser le feu, quand vous êtes sous les bombes, c'est bon à prendre. Mais le cesser le feu, c'est aussi la reproduction d'une logique de guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est douloureux. C'est-à-dire de penser que par un cessez-le-feu, on soulage les populations qui, pendant le temps du cessez-le-feu, ne recevront pas de bombes sur la tête, mais ça veut dire qu'on prépare la guerre de demain. C'est ça. Donc, il faut partir d'un projet de coexistence. Je suis scandalisé de constater que personne ne parle de projet de coexistence. Alors, évidemment, on dit, à propos du conflit israélo-palestinien, la solution à 2 États. Oui, je crois que la solution à 2 États, c'est la seule solution logique et qui correspond, d'ailleurs mot pour mot, à cette idée de coexistence. Oui, mais il faut voir que derrière la solution à 2 États, il y a la reconnaissance juridique. Alors, il y a un chef d'État, je ne le nommerai pas, mais d'ailleurs, ça peut être beaucoup de monde, j'en pense à un en particulier, qui un jour, en se levant, dira on va reconnaître la Palestine. Puis le lendemain, il dit ah bah oui, mais à condition que d'autres reconnaissent, etc. Puis après, il dit plus rien. Puis après, il vous parle d'autres choses, etc. Bon, c'est pas sérieux. Je veux dire que tant que vous niez la nature politique d'un peuple, vous le niez tout court. Vous ne pouvez pas en même temps dire bah oui, il y a des Palestiniens, mais attendez, eux, ils n'ont pas le droit à avoir une identité. Et ça, c'est tout le problème de notre histoire. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'altérité qui ne repose sur la politisation de l'altérité. Et il y a un sociologue israélien qui a inventé le mot de politicide. C'est-à-dire, on tue la nature politique de certains peuples. Donc, tant que l'on ne sera pas pleinement dans cette reconnaissance juridique, il ne se passera rien. Tant qu'on ne sera pas dans l'acceptation des conséquences de la reconnaissance politique, c'est-à-dire la parité de droit, il ne se passera rien. Et tant qu'on ne sera pas dans le respect de l'autre,
il ne se passera rien. Et si maintenant je me déplace vers le conflit russo-ukrainien, à la base même du conflit russo-ukrainien, il y a l'aménagement de la coexistence entre deux États dont il faut admettre, exactement comme le fait Netanyahou pour les Palestiniens, que Poutine refuse de leur reconnaître le droit en disant les Ukrainiens c'est des Russes. Moi je peux décider tout d'un coup que les Québécois sont des Français. Je peux décider tout d'un coup, là aussi ça me fait penser à un président que je ne nommerai pas, que l'Algérie avant la colonisation n'existait pas. Non mais, vous savez, il faut quand même en politique savoir peser. Et donc, cette dynamique-là, elle n'est pas en marche. Et donc, évidemment, j'ai une vision très, très pessimiste de la chose. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais on ne le dit pas suffisamment. Je pense que le conflit russo-ukrainien ne peut pas durer longtemps. Parce que l'économie russe, contrairement à ce qu'on dit et ce que dit une certaine propagande, elle est complètement russe. Simplement, Poutine est un homme qui ne peut pas se payer le luxe de l'échec et qui donc a besoin d'être rassuré pour sortir du tunnel. Mais il devra sortir du tunnel. Et donc tout l'art de la diplomatie, c'est de trouver une solution qui ne relève pas de la diplomatie transactionnelle, qui de toute façon ne marchera pas, mais qui relève de quelque chose de plus élevé, qui permet de recomposer l'idée de coexistence. Les gens qui vous disent « Ah ben, il faudrait qu'ils finissent par se mettre à la même table, et puis Zelensky et Poutine, ben, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça. » Ça marche pas, ça. Vous avez remarqué que depuis 1945, il n'y a pas un traité de paix qui ait marché. Et que depuis 1945, vous n'avez pas eu une cession territoriale qui ait été reconnue et officialisée. Les Turcs ont conquis Chypre Nord, il n'y a que les Turcs pour reconnaître la République de Chypre Nord. Les Russes ont conquis l'Ossétie et l'Abkhazie, il y a Nauru et le Nicaragua qui ont reconnu ces deux États. L'OTAN a créé le Kosovo est toujours pas national. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. Donc il y a une nouvelle méthode de la paix, qui est une méthode que j'appelle systémique, qui consiste à mettre ensemble tous les problèmes qui font tension et tenter de les résoudre globalement. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle à une conférence sur la sécurité européenne, qui soit à Helsinki 2. Parce que ce n'est pas possible de considérer que ce qui a été décidé du temps de la guerre froide puisse fonctionner aujourd'hui. Il faut tout revoir. L'OTAN, le partenariat avec la Russie, c'est pas possible de maintenir l'OTAN aujourd'hui dans ce qu'elle était hier. Roland Dumas me racontait, quand on faisait ensemble un bouquin sur ses souvenirs, il disait, mais le jour où le président Bush, le père, a décidé du maintien de l'OTAN, Mitterrand a eu cette formule tout à fait intéressante, s'est dressé, il a dit, mais monsieur le président, vous nous proposez ainsi le retour à la Sainte Alliance. C'était bien vu. Bon, moi, je n'ai pas toujours été ébloui par ce que disait Mitterrand, mais là, c'était bien vu. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et quand vous avez une Sainte Alliance, ben, vous avez nécessairement des coalitions qui se forment. Et vous avez le chef de la nouvelle Sainte Alliance qui appelle Trump papa. Moi, j'aurais tout osé dans ma vie, mais jamais j'aurais osé comme ça. Bon. Donc, il faut repenser tout ça. Et peut-être qu'en globalisant le problème. Et j'ai beaucoup de respect pour Barack Obama, mais qui a eu une phrase affreuse en 2014 où il a dit la Russie, bon, c'est au mieux une puissance régionale. Il ne peut pas supporter. Poutine a sorti ce jour-là son truc de l'exomile, il l'a avalé en entier. Parce qu'effectivement, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire à quelqu'un qui dirigeait un pays qui était le coprince du monde pendant presque, pas tout à fait pendant 72 ans, de lui dire, maintenant, il faut se pallier une petite ville de province qui sera laissée d'être. Mais c'était à peu près ça le langage. Bon, donc voilà.
les intérêts d'un pouvoir politique et parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est. Si on avait une idée impérative de ce qu'est la paix, eh ben, le chemin il est tracé. Mais la nullité des chancelleries est affligeante de ce point de vue, leur incapacité de se poser. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre les questions à la salle. On va en prendre plusieurs d'affilée. Je pense qu'on va en prendre 2 ou 3. Et les questions sont ouvertes à toutes les personnes, quels que soient jeunes, vieux, hommes, femmes, grands, petits, tout ce que vous voulez. Non mais je dis ça pour que les personnes timides enlèvent leur timidité et osent aussi poser des questions. On prend 3 questions. Oui, pas plus, parce qu'après, il y a une technique bien connue qui consiste à éluder les questions qui vous dérangent. Si vous pouvez juste vous présenter. Ah oui. Et levez-vous parce qu'en fait, on ne vous voit pas vraiment. D'accord, mais moi j'ai l'ordi sur le genou, donc désolé. Hein. Oui, bonsoir monsieur Badi. Donc je suis étudiant en Sciences Po et par ailleurs j'ai... Sciences Po Strasbourg Non, Paris. Ah ouais. J'ai fait le trajet. Donc, et par ailleurs, j'ai des origines ukrainiennes. Et donc ma question, je voulais vous poser une question simple. Dans votre appréhension de votre méthode, j'ai l'impression qu'on a toujours cette vision de paix, qui est une paix à construire matériellement, avec une organisation des rapports matériels entre États, des rapports formels, par un système de droit, par des relations juridiques, donc une sorte de paix juridique. Et donc, cette organisation de la paix par l'aspect extérieur, est-ce qu'elle ne présente pas une précarité, une certaine précarité essentielle dans la mesure où, si je prends l'exemple du conflit russo-ukrainien, on a l'exemple d'un pays de la Russie qui était fortement intégré dans les systèmes de relations internationales, dans le système international institutionnel, qui a conclu plusieurs traités de reconnaissance avec l'Ukraine, dont notamment le mémorandum de Budapest, et au point de vue de droit, des relations économiques avec les pays de l'OTAN, les pays de l'Europe, tout était... Oui, pardon. En fait, si on veut qu'on ait un temps de réponse, il faut poser des questions un peu courtes. Et, là, tout le monde a essayé de faire des questions courtes. Ah oui, pas qu'à moi que ça arrive. Donc voilà, il y avait cette organisation extérieure de la paix qui a manqué à produire la paix effective. Je ne comprends pas ce que c'est qu'une organisation extérieure de la paix. Par un système de droit, par les relations juridiques. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. En fait, vous me donnez raison contre les autres qui ont tort. On va prendre ça juste après, on va prendre une deuxième question. Merci bien pour cette présentation. Je m'appelle Estherna, je viens de Budapest, de la Hongrie. Et j'ai beaucoup aimé comment vous avez écrit que la guerre, c'est la destruction. On n'obtient rien. On voit bien en Ukraine. Mais il y a notre Premier ministre qui parle de la paix. C'est lui qui se dit supporteur de la paix. Et il dit que l'Union européenne, en supportant l'Ukraine, l'Union européenne supporte la guerre. C'est une logique très intéressante. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais je voulais juste vous demander comment vous pouvez argumenter contre ça, parce que nous, on est accusés, l'opposition hongroise est accusée par ça. Si on soutient l'Ukraine, on soutient la guerre, en fait. Donc c'est un peu quand même intéressant. Merci. Oui, c'est une question très importante. Et je prends encore une question ici, ensuite je viendrai chercher dans un deuxième. Bonjour, Benjamin Bibas, je suis journaliste. Je m'intéresse aux questions des violations graves des droits humains et de leur articulation avec les violations graves du droit de l'environnement. Justement, là, j'ai 2 questions en une. Alors on y va. La première, c'est
Vous avez cité l'ambassadeur russe au Conseil de sécurité qui trouvait pas constructif de parler de climat, mais finalement vous n'avez quand même pas beaucoup parlé non plus d'environnement, et je voulais savoir, je vous demande du coup, est-ce que vous avez une idée sur ce que c'est que construire la paix entre les humains et les autres espèces? Parce que je crois qu'il y a un vrai sujet quand même là-dessus. Et puis, vous avez dit aussi que voilà, tout ce système de sécurité commune doit se terminer par une autorité respectée. Vous avez constaté qu'elle ne l'est pas, qu'il manque une sanction au droit international. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des pistes concrètes pour que le droit international soit respecté? Allez, un tout début de piste de réponse serait qu'on n'est quand même pas très loin de Strasbourg, qu'il y a le Conseil de l'Europe, qu'il y a une institution qui fait respecter le droit édicté par la CEDH, mais il n'y a peut-être pas que ça. Y a-t-il d'autres pistes? Oui, alors, je crois qu'il y a eu un malentendu que monsieur qui posait la première question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je vous dis qu'il y a une appropriation sociale du jeu international, cette appropriation, elle est double. Elle est sur le plan de l'action, ce que j'ai dit et donné plusieurs exemples, comme sur le plan des enjeux. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de paix, comme le dit le PNUD que je citais tout à l'heure, sans la satisfaction des besoins sociaux humains. Donc, nous sommes tout à fait d'accord. Le mot matériel n'est pas très bien choisi, parce que le droit, c'est pas forcément matériel, c'est peut-être aussi immatériel. Mais de toute façon, nous sommes bien d'accord, et je crois que de ce point de vue, donc, il n'y a pas de divergence entre nous, sur le fait que, justement, tant qu'on est attaché à une définition de la paix comme la non-guerre, on ne traite, comme on dit dans les copies d'examen, qu'un tout petit morceau du sujet. C'est-à-dire, la guerre, ce n'est qu'un 20e de la non-paix. Le dérèglement climatique, c'est la non-paix. Les épidémies, c'est la non-paix. La faim dans le monde, c'est la non-paix. La grande pauvreté, c'est la non-paix. Et on pourrait ainsi continuer. Et là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tant mieux de pouvoir consacrer au moins une minute. Les travaux qui portent sur l'origine des nouveaux conflits internationaux montrent que l'ignorance des grands enjeux sociaux de l'humanité est à la source de la plupart des conflits aujourd'hui. C'est-à-dire le rôle du dérèglement climatique dans l'éclatement des conflits est énorme. Qu'il s'agisse du Sahel, qu'il s'agisse du Soudan, qu'il s'agisse du Congo, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de la Syrie. Par exemple, on ne dit pas comment Saddam Hussein et George W. Bush ont contribué à complètement dézinguer le système hydraulique irakien, créer des situations de pénurie absolue, de crise alimentaire, qui ont alimenté la désintégration de ce pays et des conflits sans fin, et ainsi de suite. Et à la base du conflit sahélien, il n'y a pas les djihadistes. Les djihadistes, ils ne font que profiter d'une situation qui est créée par la désertification. Vous savez qu'au Sahel, la désertification, elle augmente, elle progresse de 10 cm par heure. Donc imaginez ce que ça veut dire dans un pays qui est en pleine explosion démographique, qui ne peut plus nourrir sa population, les éleveurs qui ne peuvent plus nourrir leurs bêtes, donc ils vont voler les produits des cultivateurs, donc ils se tapent dessus, et ainsi de suite. Donc c'est ça aussi le problème de la paix. Et c'est ce que disait Kofi Annan à travers le multilatéralisme social. Tout ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Alors, vous posez une question très intéressante en citant Saint Victor Orban. Moi, j'ai oublié de parler de Saint Augustin tout à l'heure, mais voilà, on va parler de Saint Orban. Évidemment, et vous l'avez très finement souligné, ça fait choc que de dire ils soutiennent la guerre en Ukraine, donc ils ne sont pas pour la guerre. Alors là,
il est 7h25 et je vais créer probablement une insurrection dans la salle. C'est que le vrai partisan de la paix n'est pas l'opposant systématique à la guerre. Et c'est encore une fois le piège de cette définition de la paix comme non-guerre qui nous égare. Mesdames et messieurs, si j'étais en 1940, je serais partisan de la guerre. Et ceux qui se disaient pacifistes en 1940, ça a été des collabos du génocide. Voilà. Alors est-ce que c'était le bon parti? Et si j'étais ukrainien aujourd'hui, est-ce que je ne participerais pas à la résistance? Tout à l'heure, je vous ai parlé trop vite de la résistance. Mais la résistance, c'est justement la manière que les peuples ont d'assumer directement leurs enjeux contre les politiques. Et si on a le courage, parce que je vous dis, si j'étais en 1940, j'aurais peut-être pas eu le courage. Mais en tous les cas, le vrai camp de la paix, c'était ceux qui cherchaient à abattre le monstre nazi. Et voilà. Mais ça, évidemment, ça fait mal par où ça passe. Mais ne le comprennent pas que ceux qui considèrent que la paix, c'est l'envers de la guerre. Non! La paix, c'est l'accomplissement de l'humanité. Et quand une guerre se fait au nom de l'humanité, et comme je n'ai pas l'air de réussir à vous choquer, je vais y mettre une couche de plus. Moi, si j'avais été algérien dans les années 50, je ne suis pas sûr que j'eusse été pour la paix. Bon. Force de bouteille à la figure. Bon. On a un livre au fond de la salle qui s'appelle Le pacifisme ne suffit pas. Oui, on en reparlera. Mais vous savez. On peut peut-être passer à la coexistence. Ah oui, alors je voulais pas vous raconter une anecdote. J'ai fait un formidable débat sur ce bouquin à la CGT. Et il y avait deux camps. Le camp de ceux qui disaient pacifiste, 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 et ceux qui disaient mais c'est plus compliqué que ça. Et à la fin, finalement, tout le monde était d'accord. Alors, vous avez, monsieur, 1000 fois raison. La question environnementale, la question de la biodiversité est au centre des questions de la paix. Je le revendique. La paix, tiens, je vais répéter un truc, c'est pas la non-guerre, c'est l'accomplissement de la coexistence. Et la coexistence, vous avez 1000 fois raison. C'est pas seulement la coexistence. Alors, il y a plusieurs paliers de la coexistence. La coexistence entre Européens, les autres on s'en fout. La coexistence entre les humains, alors ça c'est déjà plus difficile. Alors, la coexistence entre les vivants, eh bien personne, presque, enfin si, il y en a qui parlent, hein, Greenpeace s'est constitué du jour de cela et d'autres ONG. Mais j'adhère complètement. Et vous savez, je vais vous dire, alors là j'espère enfin réussir à vous choquer, la vraie solidarité, c'est la solidarité égoïste. C'est-à-dire la solidarité qui est proclamée par celle ou celui qui sait que s'il n'est pas solidaire, il sera demain ou après-demain la première victime de son manque de solidarité. Être solidaire avec les poissons dans la mer, être solidaire avec les espèces animales qui sont menacées par quantité de phénomènes, des abeilles, etc., ça nous retombera fatalement sur le pied. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut rompre avec la vision et la définition caritative de la solidarité. La solidarité, c'est de l'utilité. Exactement comme lorsque vous contractez une assurance. Je paye parce que ça me protège si ça tourne mal. Ben là aussi, je paye pour ma sœur ou mon frère menacé, par humanisme quand même, je veux pas, bien sûr, par humanisme, quelle autre philosophie est-elle acceptable, mais aussi par intérêt. Vous savez, si on continue à être indifférent à la faim dans le monde, ça sera la fin du monde. C'est-à-dire que, autrefois, la femme ou l'homme qui mourait de faim
était dans l'ignorance même de l'existence de l'opulence et considérait que c'était une fatalité, comme ça. Le cycle de la vie, c'est de mourir à 25 ans, voilà, on est épuisé. Aujourd'hui, et ça a été un choc quand j'ai visité le bidonville de Bakoko à Lagos, au Nigeria, le plus pauvre, il est connecté. Il voit tout par Internet. Il sait qu'il y a l'opulence ailleurs. Et donc, si vous lui montrez de l'indifférence, il vous opposera la rage. Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des autorités qui sont respectées. Il y en a même beaucoup, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être non plus trop pessimiste. Après tout, si les avions peuvent voler, enfin sauf quand il y a des grèves d'aiguilles du ciel, si les avions peuvent voler, si vous pouvez surfer sur Internet, si vous pouvez acheter tel ou tel produit sur le marché, c'est parce qu'il y a des normes internationales et des conventions qui sont respectées. Même M. Kim Jong-un, tiens, encore pire que Kim Jong-un, même M. Trump respecte la convention de Varsovie, la convention de Montréal sur l'aviation civile. Pourquoi? Parce que c'est utile. Si un jour les avions ne peuvent plus voler, je perdrai beaucoup. Donc il y a des moments où on accepte la norme parce qu'on sent qu'il y a plus grand service. Le grand problème, c'est que sur un certain nombre de sujets, le pari du cavalier seul l'emporte sur le pari normatif. Qu'est-ce que c'est le pari du cavalier seul? Eh bien, je vais laisser les autres respecter les règles, et moi, en ne les respectant pas, je gagnerai deux fois. D'abord parce que je pourrais faire des choses que l'autre ne fera pas, et d'autre part, parce que je bénéficierai de l'abnégation de l'autre qui m'enrichira. Bon, ça, c'est effectivement ce qui affaiblit la norme de droit, la règle de droit, pardon, dans le système international. Faut y veiller. Merci beaucoup. Merci M. Badi. Elisa Atlaman, au mouvement européen en France. J'avais aussi une question. Dans notre approche de la paix, on a cette dimension assez psychologique et morale finalement en parlant du scénario. Attendez, est-ce que vous pouvez arrêter de bouger le truc parce que du coup, j'entends pas ma table. Oui, ben ouvrez la fenêtre. Allez-y. Finalement, dans cette approche de la paix, on a un côté assez psychologique ou moral en parlant de reconnaissance d'autrui, en parlant de scénario gagnant-gagnant, plutôt qu'un scénario transactionnel. Mais dans un scénario transactionnel, c'est plus facile d'avoir des moyens de coercition et de faire que chacun joue les règles du jeu. Tout à l'heure, on a parlé aussi de shaming ou du rôle de populaire entre guillemets, mais on a vu que c'était aussi pas suffisant. Quels sont les moyens dans une telle configuration de la paix, de coercition que vous y voyez? Merci. Alors, merci parce que ça ouvre beaucoup de portes pour vos questions. D'abord, ce que la psychologie sociale nous enseigne, ce n'est pas a priori fonctionnel, dysfonctionnel. Ça existe. Vous savez, la rage, par exemple, je trouve pas ça très fonctionnel. Quand ça conduit à tuer, à assassiner, bon, bah, la rage le 7 octobre, personne, enfin il y a des gens qui disent que c'est fonctionnel, moi je n'accepterai jamais cette formule-là. De même que pendant la guerre d'Algérie, vous aviez des massacres qui étaient aussi atroces que les massacres du 7 octobre. Mais en revanche, ce qui est tout aussi inadmissible, c'est d'ignorer le mécanisme qui a conduit à cela. Imaginez un médecin qui vous dise « Oh, le cancer c'est tellement affreux que je ne veux même pas comprendre comment ça vient parce que ce serait d'excuser que de l'expliquer. » Il y a quelqu'un qui a dit ça. Pour vous expliquer quelque chose, c'est une façon d'excuser. Non mais, bon, si vous ne comprenez pas, vous ne soignerez pas. Donc pour moi, cet apport capital de la psychologie, c'est de comprendre. De comprendre ce qu'on appelle le terrorisme, de comprendre ces massacres de masse, de comprendre ces violences inouïes. Il faut comprendre pourquoi ça vient. Pourquoi il faut comprendre? Parce que si on maîtrise le mécanisme, peut-être qu'on n'empêchera que ça se reproduise. Ou en tout cas qu'on saura trouver le piège. De même que quand je disais que M. Poutine est un ignoble
Mais ça n'empêche qu'il faut quand même comprendre les mécanismes qui ont conduit Poutine à faire de la conquête de l'Ukraine sa marque de fabrique, son fonds de commerce, pour casser ce fonds de commerce. Et ainsi de suite. Donc, comprenons-nous bien, pour moi, tous ces éléments sociaux, ils sont maîtrisés par personne. Contrairement aux politiques. Il y a des règles qui sont plus ou moins respectées, il y a des institutions, il y a des délibérations, il y a ce qu'on appelle en anglais, c'est toujours plus sérieux en anglais, decision making. Le problème de tout ce qui sort des sociétés, c'est que c'est imprévu, imprévisible, et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'époque de la défaite du stratège. Le stratège perd parce que le stratège doit gérer l'imprévu. Quand le cardinal de Mazarin disait la France doit s'occuper des autres, sinon c'est les autres qui se prennent la France, c'était assez facile. Il suffisait d'avoir le bon stratège, il suffisait de mobiliser un Vauban, etc., et vous faisiez le boulot. Aujourd'hui, non. Personne ne peut maîtriser la dynamique qui s'empare du peuple palestinien, ou du peuple italien, ou du peuple congolais, ou du peuple soudanais, etc. Donc, je ne rangerai pas le social et les dynamiques sociales dans l'ordre des instruments de construction de la paix. En revanche, je vous dis que la paix ne peut pas se construire autrement qu'en tenant compte de ces dynamiques sociales et peut-être en leur apportant des calmants, je dirais, tout simplement. Et ça, c'est l'intuition d'un Kofi Annan. C'est pour ça que, pour moi, c'est probablement l'homme qui, au XXe siècle, a plus fait pour la paix. Merci. On prend encore 2 questions. Ça va, Hervé, si on en prend 2 ou t'en as plus? Il y en a 3 dans la salle. Ok, on prend 3 questions d'affilée. Et parce qu'en fait, on va pas tarder. Après, nous, on va prendre le soleil et du coup, à recueillir. Bonsoir, merci beaucoup. Ulysse, également étudiant à Sciences Po Paris, mais d'origine strasbourgeoise. 2 questions extrêmement rapides. La première, comment pensez-vous qu'on peut faire la paix avec un pays comme la Russie, dont la propagande officielle dit que la guerre fait partie des gènes russes, comme l'a dit Sergueï Karaganov, qui est l'idéologue de Poutine. Et seconde question, pensez-vous que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre? Alors, notez les 2 questions, on va prendre d'autres questions dans la salle. Emmanuelle Thoman, directrice du musée Voisin, j'aurai le plaisir avec ma collègue Claire à vous accueillir demain. Alors, vous nous avez invité ce soir, M. Badi, à réfléchir à la guerre et la paix sous l'angle politique, social, culturel, psychologique. Et j'étais surprise de ne pas entendre l'angle économique. Comment penser la paix voilà, dans un monde après le néo-capitalisme des années 90, le dérèglement des marchés, et un monde où le marché principal est celui de l'armement. Voilà. Et celui de l'armement. De l'armement. Ok, on prend encore une question de... Bonjour, François Lomelier de l'Union des scénaristes européens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, dans votre livre, vous dépassez la définition institutionnelle de la paix. Petite question, est-ce que vous pensez que les fédéralistes se sont arrêtés en chemin et est-ce que vous vous sentez proche du fédéralisme mondial? Peut-être une dernière question, puisque M. Bouler a posé une question, et comme ça on s'arrête après avec les questions. Alors, bonsoir et merci. Moi, je suis André Belmont. J'ai fait un stage au sein de la commission au DGPMA. Pour cela, on avait parlé de la COP, c'est intéressant. Mais avant de ça, pour faire la paix, il faut de la coexistence. Et ça, par la base, par la société. Et Nelson Mandela disait il faut changer soi-même avant de changer la société. Et il y a beaucoup de programmes de coopération qui visent à ça. Par exemple, je sais, l'Union européenne a fait beaucoup de programmes de coopération, par exemple avec l'Afghanistan et aussi avec la Palestine. Sauf qu'après, la Palestine, sauf oui, européen de tout ça, non? Sauf qu'il y avait des problèmes structurels qui étaient tellement grands que tout cela a été perdu. Et une deuxième question très petite serait
En étant à la commission ODG Climat, je peux voir qu'il y a des gens qui sont très compétents et ils savent beaucoup de choses, ils sont très inspirés. Ils essayent toujours d'apporter une pierre de contribution, sauf que les problèmes sont tellement grands que même ces personnes-ci ne sont pas capables vraiment, comme vous avez dit, de trouver une solution finale parce que les problèmes vont aussi en contre des autres mesures, le climat vis-à-vis de l'énergie, la compétitivité et tout ça. Alors, comment trouver aussi une paix positive entre des enjeux différents, et même s'il y a des gens qui sont compétents et aussi très inspirés vis-à-vis de cela. Merci. Bon, alors, sur la paix avec la Russie, je suis d'accord avec vous pour considérer que ce n'est pas une chose facile. Mais je vous supplie de ne pas vous arrêter aux aphorismes, aux éléments de langage, parce que ceci n'indique rien de structurel. C'est-à-dire que je vais vous délivrer un scoop, en temps de guerre, on a une rhétorique de guerre. C'est rare qu'en temps de guerre, on ait une rhétorique de paix. Tant pour des raisons affectives que pour des raisons tactiques. Si vous montrez que vous êtes disposé à la paix, eh ben, vous allez vous faire avoir dans le processus dit de conflit solving. Par ailleurs, surtout n'essentialisez jamais les cultures. Lisez Tolstoï, Guerre et paix, il ne vous dit pas du tout ce que vous avez cité. Hein. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les cultures. Je vais faire un livre sur la culture de la relation internationale et j'ai toujours été déçu. C'est-à-dire que la réalité, heureusement, elle est plus humaine que culturelle. C'est en dernière instance qu'il y a l'être humain que nous sommes qui décide. Je pense que incontestablement, vous avez compris dans mon intervention que j'avais énormément de réticence et de condamnation à l'égard de Poutine, mais encore une fois, il faut comprendre l'ambiance, le contexte sociopolitique qui a conduit Poutine à faire de Make Russia Great Again son slogan. C'est pas Trump, c'est Poutine pour la Russie, simplement il parlait pas anglais. Il faut comprendre. Et notamment cette vague nationale populiste qui déferle partout, il faut comprendre d'où elle vient. Et c'est pas nous, Européens, nous Français, qui allons décider, après en avoir délibéré, si le peuple russe est humilié ou pas. Le sentiment d'humiliation, je fais tout un livre sur l'humiliation, c'est un des paramètres de la sociologie des relations internationales. Et il faut le combattre. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut contourner Poutine. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire on va faire il faudra qu'il vienne à la table de négociation. Ça ne sert à rien de dire ça, et même ça me fait peur. Mais en revanche, on peut tenter de systématiser et globaliser le problème de manière à pouvoir se rapprocher d'un ordre de paix. Alors, si je passais le parabellum, j'ai horreur de cette forme. La seule chose qui me la rend sympathique, c'est qu'elle est en latin, qui est une langue que j'aime. Mais comme c'est en latin, je vous répondrai en latin, si je passais, parapasser. Et pourquoi on ne dit jamais ça? Pourquoi ne dit-on jamais si je passais, parapasser? C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'est la paix. On ne comprend pas. Et encore une fois, la paix, c'est pas stopper la guerre, c'est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus totalisant que ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Et ça me permet de sauter directement à la dernière question que vous posiez, monsieur. C'est évidemment très lourd, très audacieux. Traiter le changement climatique, c'est énorme travail. Mais je vous répondrai que c'est justement parce que c'est énorme
faut commencer tout de suite à y mettre le maximum de moyens. Je suis quand même scié de voir que la France s'intéresse de moins en moins à l'écologie. On est en train maintenant de tout réintroduire les bagnoles polluantes dans les villes, les pesticides dans l'agriculture, etc. etc. On est en train de baisser les bras parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se conjuguent pour cela. Et vous savez, malheureusement, ça c'est un problème non seulement pour la Commission mais pour chaque État, la politique n'existe que sous forme d'une rationalité à court terme. Or, les enjeux globaux ne sont solubles que par une rationalité à court terme. Pourquoi une rationalité à court terme? Parce que l'art de la politique, c'est de dire vous payez très peu pour gagner tout de suite. Et c'est comme ça que vous gagnez les élections. C'est là-dessus, d'ailleurs, que les partis d'extrême droite font campagne. Le choix écologique, mais d'une façon générale globaliste, ça consiste à dire qu'il va falloir vous payer beaucoup tout de suite pour que nous nous portions mieux dans 100 ans, c'est-à-dire quand vous serez à pied sous terre. Et c'est pour ça que ça ne passe pas et que toute rationalité politique vient l'étouffer. Alors, moi j'aime beaucoup l'Europe, hein, je me sens profondément européen et j'ai fait énormément de choses avec deux collègues que j'adore, l'un qui vient de décéder malheureusement, l'italien Leonardo Borghino, et avec l'allemand Dirk Schlosser. Je me sens parfaitement à l'aise, c'est probablement l'espace dans lequel je me sens le plus à l'aise. Mais l'Europe, elle se construit dans la guerre. Elle se construit dans la guerre. Et vous qui êtes des Européennes, des Européens convaincus, essayez de résister à ça. La manière dont on traite la question migratoire en Europe, c'est un langage de guerre. C'est un langage de guerre. C'est pas un langage de paix. D'ailleurs, comme on le dit, c'est Kant lui-même qui présentait l'hospitalité comme étant la vertu de la paix. Les milliards d'euros qu'on a dépensés pour ce Frontex stupide, inefficace et violent, et combien de centimes on a mis pour imaginer la cité des migrants? C'est quand même une question. Or, en plus, les migrants en ont besoin. Et que si on stigmatise toutes ces sottises qu'on entend sur l'immigration, c'est quoi? C'est uniquement pour gagner sur le marché électoral. Mais c'est contre-productif. On a besoin de l'immigration. On a un besoin impératif. Et j'ai eu l'occasion de présider une commission sur la gouvernance internationale de la migration. Les gens du MEDEF, qui me permettra de parler de l'économie dans un instant, sont ceux qui étaient les plus favorables à la migration. Vous en avez besoin? Ils disent non, on ne croit pas, on pourra pas venir. Donc, il faut quand même faire attention, et ça m'amène aussi, parce que vous m'avez posé la question, de dire que à la base de tout ça, il y a des comportements sociaux. Les politiques, ils récitent la leçon qui leur permet de gagner les élections. Mais si les individus changent, ils changeront justement d'éléments de langage. Et donc, la paix, on va la construire individuellement, chacune et chacun d'entre nous, dans la modification de nos comportements sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je milite pour changer le système éducatif. Il n'est pas normal qu'à l'école, on apprenne que la guerre, on n'apprend jamais la paix. On apprend Vercingétorix, Napoléon, Louis XIV, ces gens-là. Comment? Oui, enfin, non, mais c'est pas qu'un le reste, j'ai une position équilibrée sur l'homme, et d'abord la résistance, on revient, c'est de la paix. L'homme qui a eu le courage de faire d'Algérie, alors que vous n'avez pas vécu cette époque-là, tous ces cortèges de gens qui aboyaient
Nelson Mandela, il n'est pas enseigné, Martin Luther King, il commence à étudier, et qu'on apprenne surtout, mesdames et messieurs, l'histoire de l'autre. Parce que tant qu'on ignore l'histoire de l'autre, on a tendance à le mépriser. Moi, quand à Sciences Po Paris, pendant mon amphi, quelques années, je disais à propos de la Chine, les Han, les Tong, les Tang, les Song, les Wei. Les étudiants, ils croyaient que j'avais une canne de coups pour leur crayon. Ignorance complète. Et qui connaît l'histoire africaine précoloniale, qui est d'une richesse extraordinaire. Il y a même quelqu'un qui a perdu sa légion récemment, qui disait l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, mais mon Dieu, c'est parce que je connais pas l'histoire. Elle est d'une richesse incroyable. Et moi, je tiens Pablo Picasso comme le plus grand des artistes du XXe siècle, parce qu'il a eu l'intelligence de considérer qu'un masque Fang pouvait révolutionner l'art occidental. C'est un acte d'altérité dont viendra la paix de demain. Donc voilà un homme. Alors l'économie. L'économie. Alors d'abord je bats. C'est vrai que j'aurais dû en parler. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi j'ai eu ça? Vous voyez, il faut toujours essayer de comprendre l'autre. J'ai été élevé, éduqué dans une période où il y avait deux grandes idéologies explicatives, le marxisme et le libéralisme. Et tous les deux considéraient que tout venait de l'économie. Et moi, dans mes recherches, pendant 40 ans que j'ai fait mes recherches en relation internationale, je me suis aperçu que c'est pas si évident. Moi, je suis persuadé que la guerre, elle vient du politique avant de l'économie. Elle vient de la rivalité de puissance. Le virus, c'est la rivalité de puissance. Et c'est le désir de renforcer sa propre puissance au détriment de l'autre. Alors, bien entendu, et là, je vous rejoins tout à fait, c'est là que j'ai eu tort, les facteurs économiques vont amplifier tout cela. Mais, je vais peut-être choquer. Regardez un pays comme la Chine. La Chine est un pays qui a découvert le capitalisme en le refaçonnant à sa façon, une sorte de capitalisme d'État, mais je voudrais le dire parce que la formule ne se satisfait pas. Mais du coup, la Chine considère que l'intégration économique mondiale est source de l'optimum de ses réussites. C'est-à-dire que le modèle chinois réussit grâce à une économie mondiale stabilisée. C'est une formidable garantie de paix. C'est-à-dire la Chine n'a aucun intérêt au développement des conflits et des guerres. D'ailleurs, à part sa propre région, où elle sait se comporter en empire banal et en empire militarisé, elle n'intervient jamais dans les guerres alimentaires. Parce que c'est déstabilisant, c'est coûteux. Et puis, vous savez, tous les conflits potentiels qui existent, qui sont nombreux en Asie, ont tous été contenus par l'intégration économique et commerciale. La Chine et le Japon se détestent, n'empêche que le Japon reste le premier client de la Chine et la Chine est le premier fournisseur du Japon. Et c'est pour ça qu'en fait, ils s'entendent très bien. Les échanges commerciaux entre Pékin et Séoul sont 50 fois supérieurs aux échanges commerciaux entre Pékin et Pyongyang. Au moment du Covid, donc personne n'a regardé, la Chine a créé le RCEP, c'est-à-dire cette zone gigantesque d'intégration économique qui englobe l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et tout ça, ça commerce ensemble et ça se tape pas dessus. Si on sait bien gérer, pour ça il faut reconnaître que les stratèges chinois, qui ne sont pas toujours des gens très aimables, sont d'excellents politiques, diplomates. La Chine a compris la mondialisation
moi, c'est ce que j'appelle l'harmonie autocentrée. Ça, c'est l'économie qui permet de maintenir cet équilibre. Et peut-être ça sera le mot de la fin, FIN et FIN, sur le fédéralisme mondial. Écoutez, moi je me considère, je l'ai écrit plusieurs fois, comme un professeur dans le monde. Je me considère comme un individu dans le monde. Pour moi, c'est supérieur à tout autre type d'intelligence. Je suis totalement soumis au genre humain. Il n'y a que lui qui m'intéresse et qui structure ma démarche. Le reste, c'est du passé. Fédéralisme, je ne veux pas vous choquer encore un coup, mais comme j'arrive pas à vous choquer, je sais pas ce sont des modèles institutionnels qui ont tellement d'âge maintenant qu'ils sont un peu périmés. Il faut être dans le monde. Il faut être dans le monde. Et permettez-moi de vous livrer un scoop à 19h57. J'ai eu, par mon métier, la chance de visiter 116 pays dans le monde. Je crains que ça ne devienne plus beaucoup. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Dans ces 116 pays qui recouvrent les 5 continents, j'ai fait une découverte formidable. Cette découverte formidable, c'est que partout l'humain est exactement pareil. 2 bras, 2 jambes, j'ai vérifié à chaque fois, une tête, des peines, des joies, des bonheurs, des malheurs, des parents, des enfants, des échecs, des réussites. Partout, mais absolument pareil. Donc, la référence à l'humain, c'est la référence la plus facile pour construire l'ordre de demain et celui dont on a besoin. Il y avait quelqu'un que j'adore, et je ne peux pas faire une conférence sans le citer. Et lui, il mérite d'être au Panthéon, et peut-être le dire, c'est notre Totor national, Victor Hugo. Et quand Victor Hugo, cet homme est absolument incroyable, parlait à son époque de la sympathie des âmes, c'est ça. On est dans un monde qui ne peut vivre que grâce à la sympathie des âmes. La sympathie des âmes, c'est la paix accomplie. Cette redéfinition de la paix que vous proposez, je pense qu'elle va nourrir toutes les réflexions qu'on va avoir dans ces prochains jours. Un très grand merci aussi à Maëlle, Maya, Kéra, Arthur et Marceau qui ont lu le livre et préparé Pour vous remercier, on vous a pris un petit peu de lecture. On vous offre un petit peu de lecture. Alors tout d'abord, une proposition pour construire la paix, un plan mondial pour le climat et contre l'extrême pauvreté. Très bien. Ah oui, c'est pas Voilà. Gary Bentley, c'est les 70 ans de la citoyenneté mondiale, un colloque qu'on a organisé il y a quelques années. Donc fédéralisme et décolonisation, vous vouliez le lire. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et transformer le système des Nations Unies, esquisse pour un monde plus fonctionnel. C'est écrit par un homme qui s'appelle Joseph Schwarzberg, un Américain qui est mort maintenant, mais qui fait des propositions très pratico-pratiques sur comment est-ce qu'on pouvait réformer les Nations Unies, en disant que ça peut être possible, et donc pour vous permettre de continuer à nous éclairer sur le monde à venir. Un très grand merci à vous.